Les caractères de La Bruyère, des ouvrages de l'Esprit suite, 30. Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage parfait ou régulier. Je ne sais s'il s'en est encore trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile au rare génie de rencontrer le grand et le sublime que d'éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n'a eu qu'une voie pour lui à sa naissance, qui a été celle de l'admiration. Il s'est vu plus fort que l'autorité et la politique, qui ont tenté vainement de le détruire. Il a réuni en sa faveur des esprits toujours partagés, d'opinions et de sentiments, les grands et le peuple. Ils s'accordent tous à le savoir de mémoire et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid, enfin, est l'un des plus beaux poèmes que l'on puisse faire et l'une des meilleures critiques qui ait été faite sur aucun sujet est celle du Cid. Quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger l'ouvrage, il est bon et fait de main d'ouvrier. Capis, qui s'érige en juge du beau style et qui croit écrire comme Bourse et Rabutin, résiste à la voix du peuple et dit tout seul que Damis n'est pas un bon auteur. Damis cède à la multitude et dit ingénument avec le public que Capis est froid écrivain. 33. Le devoir du nouvelliste est de dire « il y a un tel livre qui court et qui est imprimé chez Cramoisy en tel caractère, il est bien relié en beau papier, il se vend tant. » Il doit savoir jusqu'à l'enseigne du libraire qui le débite. Sa folie est d'en vouloir faire la critique. Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur la politique. Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle qui se corrompt la nuit et qu'il est obligé d'abandonner le matin à son réveil. 34. Le philosophe consume sa vie à observer les hommes et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule. S'il donne quelques tours à ses pensées, c'est moins par une vanité d'auteur que pour mettre une vérité qu'il a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire l'impression qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure s'ils disent magistralement qu'ils ont lu son livre et qu'il y a de l'esprit, mais il leur renvoie tous leurs éloges, qu'il n'a pas cherché par son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses projets et agit pour une fin plus relevée. Il demande des hommes un plus grand et un plus rare succès que les louanges et même que les récompenses qui est de les rendre meilleurs. Les sots lisent un livre et ne l'entendent point. Les esprits médiocres croient l'entendre parfaitement. Les grands esprits ne l'entendent quelquefois pas tout entier. Ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l'est point et ne pas entendre ce qui est fort intelligible. 36. Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les personnes d'esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et de tous les sentiments, rien ne leur est nouveau. Ils admirent peu, ils approuvent. 37. Je ne sais si l'on pourra jamais mettre dans les lettres plus d'esprit, plus de tours, plus d'agrément et plus de style que l'on en voit dans celles de Balzac et de Voiture. Elles sont vides de sentiments qui n'ont régné que depuis leur temps et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d'écrire. Elles trouvent sous leurs plumes des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l'effet que d'un long travail et d'une pénible recherche. Elles sont heureuses dans le choix des termes qu'elles placent si juste que tout connus qu'ils sont, ils ont le charme de la nouveauté, semble être fait seulement pour l'usage où elles les mettent. Il n'appartient qu'à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment et de rendre délicatement une pensée qui est délicate. Elles ont un enchaînement de discours inimitables qui se suit naturellement et qui n'est lié que par le sens. Si les femmes étaient toujours correctes, j'oserais dire que les lettres
de quelques-unes d'entre elles serait peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit. 38. Il n'a manqué à Thérence que d'être moins froid. Quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quel caractère. Il n'a manqué à Molière que d'éviter le jargon et le barbarisme et d'écrire purement. Quel feu, quelle naïveté, quelle source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des mœurs, quelles images et quel fléau du ridicule. Mais quel homme on aurait pu faire de ces deux comiques. 39. J'ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux connu la nature, avec cette différence que le premier, d'un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce qu'elle a de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple. Il en fait la peinture ou l'histoire. L'autre sans choix, sans exactitude, d'une plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, s'appesantit sur les détails. Il fait une anatomie, tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la nature, il en fait le roman. 40. Ronsard et Balzac ont eu chacun dans leur genre assez de bons et de mauvais pour former après eux de très grands hommes en vers et en prose. 41. Marot, par son tour et par son style, semble avoir écrit depuis Ronsard. Il n'y a guère entre ce premier et nous que la différence de quelques mots. 42. Ronsard et les auteurs ses contemporains ont plus nui au style qu'ils ne lui ont servi. Ils l'ont retardé dans le chemin de la perfection, ils ne l'ont exposé à la manquer pour toujours et à n'y plus revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Marot, si naturels et si faciles, n'aient su faire de Ronsard, d'ailleurs plein de verve et d'enthousiasme, un plus grand poète que Ronsard et que Marot, et au contraire que Belleau, Jodelle et Dubartas aient été sitôt suivis d'un Racan et d'un Malherbe, et que notre langue, à peine corrompue, se soit vue réparée. 43. Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits. Tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incompréhensible. Son livre est une énigme, quoi qu'on veuille dire, inexplicable. C'est une chimère, c'est le visage d'une belle femme avec les pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre bête plus difforme. C'est un monstrueux assemblage d'une morale fine et ingénieuse et d'une sale corruption. Où il est mauvais, il passe bien loin au-delà du pire, c'est le charme de la canaille. Où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent, il peut être le mets des plus délicats.